soir aux Nouvelles nationales d'APTN, le Conseil des Atikamekw de Manawan s'adresse à l'Organisation des Nations unies. Un reportage sur la lettre ouverte adressée au premier ministre sur son refus de reconnaître le racisme systémique. Puis nous recevons le Dr Samir Shaheen Hussain, auteur de la lettre. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, le Conseil Atikamekw de Manawan a déposé une plainte en lien avec le décès de Joyce Echaquan auprès de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Justice pour Joyce! C'est pour cette raison qu'on veut amener plus loin l'histoire de Joyce Echaquan. Elle a crié dans les réseaux sociaux, puis on veut que sa voix résonne au niveau international. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme que le Conseil Atikamekw de Manawan a déposé des plaintes à l'ONU. Sibi Flamand, vice-chef de Manawan, dit ce que Joyce Echaquan a subi avec le personnel de l'hôpital de Joliette et du racisme et de la discrimination dans le système de santé et de la discrimination envers les femmes autochtones. Il faut continuer pour se battre. Il faut se battre pour la justice, pour se battre pour l'égalité entre les peuples. Le Conseil de la Nation Atikamekw exige que les gouvernements respectent leurs engagements et leurs obligations fiduciaires envers les peuples. Je tiens à vous féliciter. Bravo. Anne Lévesque, professeure adjointe à l'Université d'Ottawa, dit que des plaintes seront déposées à plusieurs rapporteurs spéciaux qui sont considérés comme les yeux et les oreilles de l'ONU. On va s'adresser au rapporteur spécial sur la violence faite aux femmes, le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, le rapporteur spécial qui veille au respect du droit de la santé, le rapporteur spécial aux questions relatives aux minorités et le rapporteur spécial qui lutte contre le racisme et la discrimination raciale. L'évêque explique en quoi ces plaintes vont faire avancer les choses. Quand on utilise des mécanismes de droit de la personne, ce que ça fait, c'est que ça change le débat et que c'est pas une question de politique ou de priorité, c'est une question de droit et d'obligation juridique. Pour Flamand, le but principal est de lutter contre le racisme systémique. On veut faire pression auprès des gouvernements, tant au niveau du Canada, tant au niveau du Québec, pour reconnaître la présence du racisme systémique. Justice pour les peuples autochtones! Avec un souffle d'exaspération, Sibi Flamand ajoute souhaiter que ces plaintes soient entendues et qu'il y ait une conscience collective pour les droits des femmes autochtones. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Des médecins, des universitaires et des travailleurs sociaux du Québec critiquent vivement le gouvernement provincial pour son refus de reconnaître le principe de Joyce. Ce document a été rédigé par la nation Atikamekw dans le but de lutter contre le racisme au sein du système de santé après la mort de Joyce Echaquan. Un reportage de Tom Fenario. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Yann Lafrenière affirme que son gouvernement travaille à combattre le racisme. On a dit, attendez, vous allez voir, on va avoir des actions très concrètes. C'est ce qu'on a fait. Le ministre responsable des Affaires autochtones a récemment annoncé la création de plusieurs nouveaux postes pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le domaine des soins de santé. L'autorité de la santé publique qui supervise l'hôpital où Joyce Echaquan est décédée procède en ce moment à l'embauche de 2 agents en sécurisation côtière, d'un commissaire aux plaintes et d'un responsable des relations avec les Autochtones. Toutes les recrues seront issues de Manawan. On n'a jamais nié qu'il y a des gestes de racisme qui ont été posés. On n'a jamais nié qu'il y a des gens qui sont racistes au Québec. Et c'est pour ça que nous, on s'attaque à cette réalité-là. Quoi qu'il en soit, Québec fait l'objet de vives critiques parce qu'il n'a pas adopté les principes de Joyce. Ces documents, créés par la nation Atikamekw, exigent que Québec reconnaisse l'existence du racisme systémique. Et celui-ci refuse de le faire.
it's unfortunate it's still going on and people's lives are at stake. Darlene Kitty est un médecin de famille Cree de la Première Nation de Chisasibi. Elle cite les conclusions de la commission Vien, démontrant que le racisme systémique gangrène le système de santé. Still, the current government does not accept that there's systemic racism, but we know there is. We know for sure. It's been happening for decades. Elle n'est pas la seule à exiger que la province reconnaisse l'existence de racisme systémique. Dans une lettre ouverte, François Legault se fait vivement critiquer puisqu'il a refusé d'adopter le principe de Joyce. La lettre, rédigée par le Dr Samir Shaheen Hussein, un pédiatre montréalais, qualifie le refus du gouvernement de préjudiciable car le racisme systémique cause des souffrances inutiles et, dans les cas extrêmes, tue. Lorsqu'on parle du terme de racisme systémique, comme je disais, très polarisant, ça mène un débat. Et nous, on veut vraiment commencer à être dans l'action. Et d'ailleurs, avant même que le principe de Joyce soit déposé, j'avais déjà parlé au grand chef Constant Washish, au chef Paul-Émile Ottawa, en disant, regardez, on ne reconnaît pas le terme racisme systémique. Cependant, ça ne nous empêche pas d'avancer dans le principe de Joyce. We've had intentions, we've had these things be said to us. We're patiently waiting for decades, for centuries, for at this point, for our rights. At one point, you tend to ask is what exactly are we supposed to do in order for us to get this basic need? En 2018, Alicia Tukiapik s'est présentée aux élections provinciales. Elle était la première femme inuit à la faire. La travailleuse communautaire de Nunavik affirme qu'il est déconcertant que la province continue de nier l'existence de racisme systémique. The systemic racism that he denies shouldn't have gone this far to be dragging on where it's quite obvious it is existing, especially with Indigenous people. Pendant ce temps, l'enquête sur les circonstances entourant la mort de Joyce Echaquan se poursuit. Le bureau de coroner a annoncé que les audiences publiques commenceront à la mi-mai. Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Plus tard dans l'émission, nous allons apprendre plus à propos de la lettre ouverte avec l'auteur, Dr Samir Shaheen Hussein. Le ministère de la Justice a récemment annoncé 19,2 millions pour améliorer l'aide dans les services parajudiciaires et dans les services d'aide aux victimes. Québec espère offrir également de meilleurs services en embauchant des interprètes en langue autochtone et offrir une plus grande place aux Autochtones dans le milieu de la justice. L'annonce vise ainsi à répondre aux appels à l'action des deux commissions d'enquête, soit la commission Vien et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Au retour, on vous présente une entrevue avec le Dr Samir Shaheen Hussein, qui est l'auteur de la lettre ouverte adressée au premier ministre critiquant son refus d'adopter le principe de Joyce. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Seule la coalition Avenir Québec n'a pas suivi dans l'adoption du principe de Joyce. Des représentants du secteur de la santé et de l'éducation critiquent le gouvernement dans une lettre ouverte adressée au premier ministre. Nous vous présentons le Dr Samir Shaheen Hussein, l'auteur de cette lettre qui s'explique. Oui, docteur. Bonjour. Pourquoi le principe de Joyce, selon vous, doit être adopté dans son entièreté, incluant la partie du racisme systémique? Bien, à mon avis, ni une personne, ni une société entière peut s'attaquer à des régimes, des systèmes de discrimination sans d'abord reconnaître leur existence, même si ce sont des régimes et des systèmes qui nous avons hérités et que nous n'avons pas nous-mêmes créés. Cependant, en n'y s'opposant pas à ces régimes et systèmes, nous assurons que les injustices qui en découlent à ce jour continuent de persister. Donc, la famille et les proches de Joyce, le Conseil des Atikamekw, de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont été très clairs que le principe de Joyce, avec ses 6 volets, doit être adopté dans son intégralité.
Et dans les deux volets portant sur la relation entre Autochtones et le gouvernement du Canada et du Québec, ça dit clairement que les gouvernements doivent non seulement reconnaître le droit à l'autonomie et à l'autodétermination des peuples autochtones en matière de santé et des services sociaux, mais aussi que ces gouvernements doivent reconnaître le racisme systémique auquel sont confrontés les Autochtones. Point final. Mm-hmm. Pourquoi, d'après vous, la CAQ ne veut pas adopter et reconnaître le racisme systémique? Est-ce qu'il est question de fond? Je crois que la pandémie a démontré en fait que rien n'est vraiment une question de fond, avec tous les montants déboursés par les gouvernements. En fin de compte, c'est une question de volonté politique. Selon moi, c'est un flagrant manque de respect de ne pas reconnaître le racisme systémique, une position strictement idéologique qui fait fi de la réalité sur le terrain. C'est un énième exemple qui démontre que la réconciliation n'est qu'un mot vide de sens pour ce gouvernement. Selon la CAQ, on ne veut pas reconnaître le racisme systémique parce que ça serait comme si on ferait un procès de la population. Mais de quelles Québécoises et de Québécois qu'on parle, je ne suis pas certain. Maurice Sinclair, l'ancien juge et sénateur récemment retraité, celui-même qui a présidé la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, dit souvent que le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. La CAQ ne semble pas comprendre ou vouloir comprendre le concept. Puis ça me fait penser à Arundhati Roy, l'autrice et militante de renom, qui a déjà parlé de ce dicton qu'on citerait dans les villages de la vallée du fleuve Narmada en Inde. Elle dit « On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. » Et le gouvernement de la CAQ fait semblant de dormir. Mm-hmm. De votre expérience, dites-nous que dans votre lettre que vous avez adressée au premier ministre, que de par votre propre expérience en tant qu'urgentologue, de plusieurs préjudices ont été faits aux Autochtones. Pouvez-vous nous citer des exemples? Mais moi, je suis un pédiatre urgentiste. Donc, au fil des années, j'ai eu à prodiguer des soins de milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants. Durant la campagne Tiens-ma-main en 2018, je crois que nous avons démontré assez clairement comment la règle de non-accompagnement qui impactait les enfants autochtones du Nord du Québec de façon disproportionnée. C'est-à-dire que même si on empêchait n'importe quel proche d'accompagner leur enfant à bord de l'avion lors des évacuations médicales urgentes des régions éloignées au Québec, c'est les enfants Iou et Inuit qui en écopaient le plus de cette pratique draconienne. Donc, mais même pour un gouvernement dirigé par quelqu'un formé comme comptable, les préjudices subis par les enfants autochtones peuvent être démontrés par des chiffres. La mortalité infantile des Inuits est près de 3 fois plus élevée que celui des nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans ayant le statut d'autochtone est au moins 2 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque 5 fois plus élevé. Une étude importante publiée en 2015 par le gouvernement du Québec démontre que le taux de mortalité infantile de Liu-Ishi est 4 fois plus élevé que celui du Québec en général et que celui du Nunavik est 6 fois plus élevé. Oui, le racisme systémique vise les enfants. Selon vous, vous en parlez dans votre livre. Dites-nous de quelle façon. Ce n'est pas que le racisme systémique vise nécessairement spécifiquement les enfants autochtones, c'est que les enfants sont loin d'être épargnés des ravages du racisme systémique, comme en témoignent les exemples que j'ai déjà abordés. Au-delà des soins de santé, il y a toutes sortes de lois, de politiques, de pratiques coloniales qui régissent la vie des communautés autochtones et les enfants sont souvent impactés de façon disproportionnée. Prenons l'exemple récent du dossier sur l'eau potable dans les communautés autochtones, dont APTN a sorti récemment. On sait par exemple que la contamination de l'eau par le plomb peut avoir un effet néfaste sur le développement d'un enfant à plusieurs niveaux. Donc, tout le monde va boire la même eau contaminée, mais les enfants vont être impactés de façon disproportionnée. On va répondre au gouvernement que ce sont des compétences fédérales, mais si on se souciait vraiment pour la vie et le bien-être de ces enfants autochtones qui sont au Québec, on agirait de toute façon. Vous savez, quelques semaines après la pandémie a été déclarée et puis qu'on était en confinement au Québec, le premier ministre répondait à une question quant à la réouverture des écoles. Il a dit, moi, la journée qu'on va rouvrir les écoles, c'est parce que j'aurais été prêt à envoyer mes propres enfants là. Donc, il n'est pas question de faire aucun compromis. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important. Donc, moi, j'ai une question très simple. Quand le premier ministre a dit « nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important »,
faisait-il référence aussi aux enfants autochtones? Parce que sur le terrain, ça ne semble vraiment pas être le cas. Votre livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien, tous les profits iront à des organismes de soutien aux enfants et aux jeunes autochtones et à leur collectivité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Yamé. Après la pause, on vous présente un reportage sur les caméras de corps d'intervention qui sont utilisées actuellement par le service de police du Nunavik. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Des caméras d'intervention sont actuellement utilisées par les policiers qui patrouillent les communautés inuites au nord du Québec, à la suite d'une série d'allégations de profilage racial contre les services policiers situés plus au sud. Certains activistes se demandent si les caméras d'intervention présentent une solution viable ou si leur utilisation ne crée pas plutôt davantage de problèmes. Un reportage de Lindsay Richardson. La semaine dernière, nous vous avons présenté l'histoire de 2 hommes inuits traumatisés après avoir été détenus à tort par la Sûreté du Québec. Ils ont été pointés à l'arme à feu et arrêtés sur leur territoire ancestral. La Sûreté du Québec affirme qu'il s'agit d'un cas d'erreur sur la personne. Mais en revenant sur l'incident, les 2 hommes disent qu'il s'agit bien de profilage racial. Namelo, il m'aidait au quartier, Namelo, à Centrale, à Bécama. On est à bout, on a mieux dit en dormant. Oui, c'est vrai. Ah, je t'ai dit, Namelo, il a hash. Ne, qui s'y a là, toi, il y a comme je t'ai en beau dans là. Et moi, il y a des belles. Et on est dans le soya. Bon, ben, on est ne pas. L'affaire a été portée à l'attention du ministre responsable des Affaires autochtones du Québec et de l'organisme de surveillance de la police de la province, le Bureau des enquêtes indépendantes. Parmi d'autres incidents sur lesquels ils doivent se pencher, il y a ceux qui convient maintenant d'appeler l'affaire Camara. Mamadi Camara, un homme noir, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre sur un policier à Montréal. Ce dernier a été détenu pendant 6 jours avant d'être libéré. Toutes les accusations ont ensuite été retirées. Et ceci après qu'une caméra routière eut montré un autre assaillant et non Camara attaquant l'agent. That footage led to the conclusion that he was not involved. There was another male that was involved in the assault of a police officer. The images and pictures don't lie. So we can use that as the best example as to why video footage or body cams footage and everything else can be very, very valuable. Situé à Montréal, le Centre de recherche action sur les relations raciales traite les plaintes de profilage racial déposées contre les services policiers. L'été dernier, la police de Montréal a adopté une politique visant à mettre fin aux fouilles aléatoires qui ciblent de façon disproportionnée les femmes autochtones et les personnes de couleur. Mais des cas comme celui de M. Camara relancent le débat concernant l'utilisation de caméras d'intervention par les policiers. Niemi affirme que ce type de vidéo est d'une importance déterminante lorsqu'une affaire de profilage se retrouve devant les tribunaux. It's about changing police practices, changing police behaviors and conduct, enhancing democracy, enhancing transparency, and the cost of not having accountability, not changing police practices and conduct can cost us much. Une fois que Camara a été publiquement exonéré, les partis d'opposition de Montréal ont déposé une requête demandant que tous les agents du SPVM commencent à porter les caméras portatives. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé appuyer cette idée. It is definitely one of the tools that is necessary, and I'm definitely for it. Madame la mairesse. Mais lors de l'Assemblée du Conseil municipal le 22 février, l'administration Plante a bloqué la motion, disant avoir besoin de plus de temps pour en discuter. Cependant, certains activistes et chercheurs appellent à la prudence. What we're doing with these cameras is we're actually putting a tool in the hands of the police, and what we've been asking for is to put tools in the people of the citizens. And that's not what we're doing here, and that's not going to produce accountability. Justin Ducette est co-auteur d'une page d'opinion dans le Montréal Gazette où il traite la question en s'appuyant sur l'étude des données. Yale University's Law Journal, they published a study in 2016 and they found that jurors
when they're shown video evidence of alleged police misconduct, they were no more likely to decide against the officer than if they were presented non-video evidence. For example, the testimony of a victim. So that tells us in the judicial process, if a defendant or a complainant even had access to video footage from a body cam and could present it in court, this kind of evidence doesn't actually carry the weight that we think it does. Mais dans le nord du Québec, les agents de service de police de Nunavik affirment que les caméras portatives améliorent les résultats. It's hard to put a number, but when we started the project, we've been told that it would use of force incident either by or against the police, and we did decrease in use of force during that here in Coujouac. À la suite d'un projet pilote réussi à Coujouac, Mercier affirme que les agents de la police des 14 communautés du Nunavik seront équipés de caméras portatives d'ici l'automne. Mercier explique que le nombre d'incidents impliquant un recours à la force a diminué de moitié et qu'une procédure claire est la clé du succès. Les services policiers de Nunavik doivent filmer toute intervention liée à la violence, à la conduite avec les facultés affaiblies ou à d'autres circonstances qui sortent de l'ordinaire. Les agents ne sont pas autorisés à filmer dans les situations impliquées de la nudité ou lorsque les questions de protection de la vie privée sont soulevées. Ils n'ont pas non plus le droit de filmer à l'intérieur des églises ou des hôpitaux. Les agents doivent soumettre des rapports sur leurs enregistrements. Mais certains demeurent convaincus que tout outil utilisé par la police serait éventuellement utilisé à leur avantage. We need to stop looking for quick fixes, and we need to start asking fundamental questions of what makes a safer society for Indigenous people and for racialized communities. Une question demeure sans réponse. La caméra qui observe deviendra-t-elle un témoin impartial ou un outil de manipulation? Le débat se poursuit. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Durant la semaine de relâche se tenait la 9e édition de Montescano 2021. Cette année, 9 femmes d'Obidjouan ont relevé le défi de suivre les sentiers de leurs ancêtres pour leur bien-être physique, psychologique, mental et spirituel. Les marcheuses ont parcouru en raquette plus de 200 km pendant 10 jours. À chaque arrêt, en fin de journée, elles devaient monter leur tente, mettre le sapinage et installer leur poêle à bois. Tout au long du parcours, elles recevaient des enseignements des aînés qui les accompagnaient. Selon Sonia Tchatché, agente des relations humaines, Montescano est devenu un événement attendu dans la communauté et les participants sont toujours au rendez-vous. C'était dans le cadre aussi de la prévention suicide. Il est dans ce programme-là. Puis la santé, ça fait plusieurs années qu'il soutient le groupe des marcheurs justement pour la prévention du suicide, mais pour aussi aller expérimenter la vie en forêt autrefois. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelle nationale d'APTN. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée de la Journée internationale de la femme. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.